Avec Max à la réalisation. Ça y est, il a mis sa patte sur l'émission. Bonjour tout le monde. Salut Jean-Luc. Alors avec le micro, c'est beaucoup mieux. Bonjour Dame Laurence. Alors. Voilà. Pourtant, je l'ai appuyé sur le petit bouton. Bah oui, mais c'est qu'il a un peu du mal à se réveiller. Peut-être ce micro ce matin. Comment allez-vous? Ça va pas mal. Alors on va pouvoir vous voir sur Facebook. Vous êtes allé chez le coiffeur. Vous êtes beau comme un dieu, un peu bronzé. Maman, voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes devenu en venu en décapotable de collection ce matin. Oui, parce que vous savez, demain c'est la journée nationale du véhicule d'époque. Alors on va parler de vieillerie aujourd'hui. Oui, mais de belles vieilleries. Aucun rapport avec des gens que vous connaissez. Autour de cette table, par exemple. Non, du tout. On va parler voitures de collection, ce sera vraiment une spéciale avec plein de belles surprises, comme par exemple les 60 ans de la Mi 6. Oui, les 60 ans de la Mi 6, on a un joyeux propriétaire qui est avec nous, Nicolas Brious, qui est un confrère journaliste. Alors comme il est très bavard, on va prévoir un petit moment pour parler de la Mi 6. Un de plus. Non mais on est trois là, donc... Mais on va aussi parler rétrofit. Alors ça c'est un truc qui fait hurler, c'est-à-dire en fait on prend une voiture de collection, on met un moteur électrique dedans. Ça donne quoi? J'ai essayé pour vous une 504 coupé électrique. Donc je vous dirai tout à l'heure ce que j'en pense, et puis on aura derrière les gens de Rétro Futur qui font ce genre de modification. Et puis donc, si vous voulez râler, c'est dès maintenant sur la page Facebook. Et puis évidemment, puisque vous parlez de la Mi 6, on va aussi parler de la Mi Pasquet, parce que vous savez qu'on l'a beaucoup suivi sur Sud Radio toute la semaine. Mais la Mi 6, c'est pas vous? Moi, je suis la Mi M6. D'accord, la Mi M6. Mais on parlera de Thomas Pesquet et de ses confrères, puisque la capsule va s'arrimer sur le Crew Dragon, va s'arrimer sur l'ISS aux alentours de 11h10. On vous fera un petit coucou. Quelle aventure humaine exceptionnelle. Allez, c'est parti, parce que la voiture de collection en France en particulier, c'est aussi une aventure exceptionnelle. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on commence tout de suite avec la question pratique et l'ami Christophe qui nous rejoint. Christophe, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Bonjour Christophe. Ça va être une thématique l'ami. Tout le monde va être l'ami aujourd'hui puisqu'on va parler de la Mi 6. Oui. Ok ? Bon, parfait. On vous écoute. Moi, c'est pas une Mi, c'est un peu plus gros, c'est une Cadillac. J'ai une question à poser depuis très longtemps parce que une Cadillac qui a été importée en France en 93. D'accord. Et donc, il y a une carte grise normale depuis ce temps. Et donc, je l'ai gardée en tant que carte grise normale pour pouvoir faire des mariages, être assuré surtout pour les mariages. Parce que je sais que quand on a une carte grise collection, on ne peut pas faire de mariage. Ça dépend. Si vous le faites à titre gracieux, il n'y a aucun problème. Oui, gracieux, la famille, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, si on fait pour une tierce personne, on ne sait jamais. Bon, le principal, c'est surtout... Est-ce que ça vaut le coup de passer mon véhicule actuel en carte grise collection, sachant que j'habite sur Perpignan, donc on n'est pas encore en zone... en ZFE. Ouais. Voilà. Ça va faire mal, ces ZFE, ça va faire mal. Ça, alors on va parler, tiens, je fais une petite parenthèse vite fait, les ZFE, c'est pas aussi terrible que ce qu'on a pu imaginer après ce qu'a dit Barbara Pompili il y a une semaine, mais elle a pris la foudre à un moment quand même, il faut le dire. De toute façon, c'est le Parlement qui décidera, puisque c'est une loi, et il y a beaucoup de parlementaires qui sont des collectionneurs. A priori, les véhicules, enfin en tout cas, ça se négocie au coup par coup avec les municipalités, et ça semble déjà bien parti pour Paris, pour Grenoble, pour Lyon, pour Bordeaux. Donc les véhicules de collection en carte grise de collection seront toujours autorisés à circuler. A priori, il n'y aura pas de restrictions. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que sur Sud Radio, on va en parler régulièrement dans les émissions autour de l'auto, que ce soit avec On parle auto ou dans sa roule. Bon, revenons à la Cadillac. Voilà. Pardon. Donc, est-ce que, d'après vous, je dois la passer en carte grise collection actuellement, ou je dois encore attendre? J'ai un dilemme, je ne sais pas. Alors la vraie question, c'est, vous la louez pour les mariages ? Je la loue des fois pour les mariages. Donc la carte grise collection est absolument exclue, puisque vous n'avez pas le droit. En fait, c'est considéré comme du patrimoine, et donc ça doit être un usage personnel, et usage personnel, c'est forcément pas du commerce, puisque si c'est du commerce, et en plus, attention, si vous la louez, est-ce que vous déclarez aux impôts le fait que vous... Bon, on n'a rien entendu, Christophe. En plus, ils n'ont pas votre nom, ils ne vous retrouveront pas. Vous déclarez aux impôts les sommes que vous avez, parce que ça que vous dans gagnez. le cadre d'une... J'en fais pas beaucoup non plus. Voilà, c'est une mini-société. On va dire jusqu'à 2 dans l'année, c'est tout. Ouais. 2 dans l'année, on va dire que c'est la limite. Voilà. Alors, si vous en faites 2 dans l'année, vous êtes peinard. Mais au-delà de 2, il faut effectivement déclarer ça comme une activité commerciale. Et quelle autre conséquence de ne pas passer sa voiture en voiture de collection, en carte grise collection? Parce qu'il y a quand même des conséquences. La conséquence, c'est que vous avez un contrôle technique tous les 2 ans. Ça, c'est déjà, c'est un petit peu plus contraignant. La conséquence, on en a déjà parlé, c'est que en cas d'accident, si votre véhicule est déclaré économiquement irréparable, alors vous pouvez toujours
récupérer la voiture et la faire réparer vous-même. Mais je fais une expertise tous les 2 ans pour la valeur du véhicule exprès, justement, pour l'assurance. Donc tous les 2 ans, je paye une société qui m'expertise le véhicule pour sa valeur réelle. Bon, restez comme ça. De toute façon, à partir du moment où vous faites une activité commerciale avec le véhicule, il faut absolument pas passer en carte grise de collection. Bon, voilà. Vous avez votre réponse, monsieur Christophe Bacuet. L'ami Christophe. C'est très gentil à vous. Vous êtes où d'ailleurs pour conclure? Vous êtes dans quel... là, je suis à Perpignan, là, au soleil. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit. C'est quoi votre Cadillac? Vous ne nous avez pas dit. Une Deville. Alors, c'est une Deville cabriolet de 66. On va dire c'est un peu la sœur jumelle du Yukon Kun. Voilà. C'est surtout, c'est un paquebot monstrueux. Mais elle est magnifique. Ça fait quoi? Ça met 5,70 m de long au moins. 5,70 m, voilà, 2,03 m, 2 tonnes 2, un V8 7 litres, Big Block, 25 litres au 100. Ouais, super. C'est la fameuse Cadillac qu'on voyait avec Bourvil et De Funès. Pratiquement. Voilà. Ouais. Allez, bisous, bon week-end. Merci à vous, en tout cas. Dans quelques instants, on va parler aussi de autosécurité, sécurité test avec peut-on vendre une voiture de collection sans contrôle technique, par exemple. On y reviendra, mais tout de suite, une pause. Et juste après, peut-être avec un peu de chance, on va vivre en direct ce qui se passe du côté de l'espace. Des cochons dans l'espace. Sud Radio Moreau. Et il s'appelle Akihito Oshide, Megan McArthur, Shane Kimbrough et Thomas Pesquet. Ils sont en train de s'arrimer actuellement. Ça y est, l'arrimage est en cours à la station spatiale internationale. La capsule Crew Dragon de SpaceX qui est en train de s'arrimer. C'est assez émouvant tout ce qui se passe parce que je sais pas toi ce que tu en penses, Jean-Luc, mais l'ami Thomas Pesquet, il est quand même en train de... Oui, puis alors, il est en train de populariser, de donner accessible à tous tout ce qui se passe. Tiens, tout ce qui se passe. Le jeu de mots est assez joli, quoi. Ouais, moi j'ai été resté un petit peu sur les cochons dans l'espace plus. Non mais oui, c'est pas la même référence culturelle. Une mission de 6 mois qui commence. Voilà, la journée dans l'espace, ils ont fait donc le tour de la Terre plusieurs fois avant de s'arrimer. Moi je voudrais faire quand même un petit coup de chapeau à une société montpelliéraine, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous savez qu'ils vont tous avoir 2h30 de sport par jour pour pas avoir la fonte musculaire à cause de la gravité. C'est une société montpelliéraine qui s'appelle Perform VR, réalité virtuelle, virtual reality, qui a mis au point tout le système de réalité virtuelle pour qu'ils puissent faire du vélo comme s'ils se baladaient sur les routes de Perpignan, sur les routes de Montpellier, sur les routes de Strasbourg, de Rennes. C'est exceptionnel et c'est une jeune société puisque le créateur a à peu près 35 ans. Bravo, ça s'appelle Perform VR. Voilà, nous aussi on est dans l'espace. Si le vélo dans les rues de Paris avec la pollution, ça leur rappellerait... Il n'y a plus de pollution à Paris. Et puis en plus, c'est le métro qui pollue plus. En tout cas, voilà, ça y est, on voulait le faire vivre avec vous. C'est en train de s'arrimer, puisque hier, il y avait une journée spéciale sur Sud Radio autour de cette extraordinaire aventure humaine. Et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Rendez-vous sécurité, peut-on vendre une voiture de collection sans contrôle technique? C'est une question que vous pose Leslie, puisque nous l'avons reçue. Elle possédait une Renault 14, j'adore la poire. Quand j'avais 14 ans. Mais oui, quand j'avais 14 ans, je voulais l'acheter. Elle était super en avance. Bon, alors tout le monde a dit la pub a tué un peu la voiture. C'est pas vrai. Je pense qu'elle était un peu trop en avance sur son temps. Au niveau look, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'a pas vieilli, la Renault 14. Et moi, quand j'étais ado, mais j'avais qu'une envie, c'était d'avoir celle-ci. J'ai oublié que quand je deviendrai adulte, on elle rêvait pas des plus. mêmes choses à l'époque, alors. Oui, mais vous êtes un homme, vous. Donc, elle a accepté de vendre sa Renault 14 à un prix plus bas si l'acheteur prenait le contrôle technique à sa charge. Lorsque ce dernier a fait le contrôle, les problèmes ont été détectés, la voiture a été mise en contre-visite, le prix des réparations étant trop élevé à son goût, l'acheteur a demandé un remboursement total de la voiture. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Et est-ce qu'on peut vendre une voiture sans contrôle technique? Et est-ce qu'on peut d'ailleurs vendre une voiture juste pour les pièces? Alors, le code de la route... Alors le code de la route, il est très précis, le code de la route. Il dit qu'un véhicule doit être vendu obligatoirement avec un contrôle technique. Ça ne veut pas dire que la voiture doit bien fonctionner, ça veut simplement dire qu'on doit être au courant de l'état général du véhicule. Donc, alors, ce qu'il y avait de bien autrefois, c'est qu'on pouvait faire un contrôle technique de véhicules non roulants. Ça se passait comment? Le contrôleur se déplaçait chez vous, la voiture roulait pas. Bon, il y avait évidemment plein de choses qui mettaient la voiture en contre-visite, mais vous aviez quand même un contrôle technique et vous pouviez vendre le véhicule. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus possible. Donc il y a une solution quand même, c'est vous prenez une dépanneuse, vous emmenez la voiture qui roule pas au contrôle technique, on constate qu'elle est en contre-visite sur plein de trucs, puisqu'on peut pas faire les tests de freinage, on peut rien faire en fait. Donc elle va être en contre-visite partout, mais vous avez un contrôle technique et vous pouvez vendre le véhicule. Si vous n'avez pas de contrôle technique, et c'est là
que ça coince. Alors, il y en a des pages et des pages. Si vous allez regarder sur les sites de vente, dès que vous prenez des vieilles voitures, il y en a beaucoup qui sont vendues en l'état, vendues pour pièces. Vous n'avez pas le droit de vendre sans contrôle technique. C'est-à-dire que à tout moment, le vendeur, l'acheteur, peut vous dire vous me reprenez la voiture et vous êtes obligé de lui reprendre la voiture. Même la vente pour pièces, ça n'a rien de légal aujourd'hui. Vous devez avoir un contrôle technique pour vendre un véhicule. Vous allez me dire, mais si j'ai une vieille bagnole, il n'y a que des morceaux, vous vendez pièce par pièce, mais vous ne vendez pas une voiture pour pièce. Donc on est effectivement en droit de réclamer le remboursement si on achète un véhicule sans contrôle technique et qu'une fois que le contrôle technique est fait, on découvre qu'il y a plein de vices cachés. Bon voilà, la réponse elle est claire, nette, précise. Elle est signée Jean-Luc Moreau sur Sud Radio dans On parle auto, l'émission qu'il vous faut. Bam. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. L'acheteur peut se retourner. On va parler dans quelques instants de la fameuse Ami 6, la Citroën Ami 6, avec un invité de renom, monsieur Jean-Luc Moreau. Là, on a Nicolas Briouz avec nous. Alors Nicolas, il est journaliste pour le magazine Automoto, mais pas que, il fait plein de choses, Nicolas. Il y a quoi ? Il y a 250 ans que vous êtes dans le métier à peu près ? On parle de collection aujourd'hui. Merci de me défendre. Non, mais c'est un ami. Il fait son. Non, parce que vous faites pas autant. Mais en fait, on va parler de la Mi 6. Et alors, outre le fait que vous soyez un journaliste professionnel, vous êtes en plus un possesseur d'Ami 6. Je vais vous répondre, Jean-Luc, j'ai quasiment l'âge de l'Ami 6 à quelques mois près. C'est ça qui est. Il faut parler bien dans le micro, Nicolas. Tout à fait. Nicolas, c'est un spécialiste de la presse écrite. Là où je dois vous remercier, Jean-Luc, quand même, c'est la première fois, je crois que je le fais, vous remercier pour la date anniversaire. 24 mais c'est juste avril aujourd'hui. 61, ouais. C'est complètement incroyable. 60 ans jour pour jour après le lancement presse de l'Ami 6, et devinez où ce lancement presse s'est déroulé ? Sur l'aérodrome militaire de Villacoublay, pour la bonne et simple raison que c'était en plein la guerre d'Algérie, 3 jours après le putsch d'Alger, et c'est un aérodrome avec des militaires en armes qui a accueilli nos confrères. Donc certains de nos confrères se sont dégonflés, n'ont pas voulu aller à la présentation parce que l'ambiance était quand même un petit peu tendue. Alors, la Mi 6, tiens. J'adore cette voiture. Je fais voir quand même. Il y a un excellent article dans Rétroviseur. Il y a d'ailleurs un portrait d'un mec très bien dans le même magazine. Il faut saluer Thomas Rio pour son excellent sujet. Donc on voit très bien la signature de la Mi 6, c'est cette fameuse lunette arrière à l'envers. Alors certains diront inclinée dans le mauvais sens. Alors il y avait un précédent, c'était la Ford Anglia. Alors il y avait un précédent, la Ford Anglia, mais alors vous qui êtes fan des américaines, Jean-Luc, sachez que c'est la Lincoln Continental Mark III qui fut la première voiture de série américaine. 6 mètres de long. Oui, d'accord, mais c'est la première voiture de série à avoir cette lunette inversée bien avant les Anglia et Ami 6. D'accord. C'est un grand nom qui l'a signé en plus à l'époque. C'était Bertoni, non, qui avait signé. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Bravo. Non, mais il y a une explication. Parce que, alors, la Mi 6, elle devait s'intercaler entre la 2 chevaux, tout le monde connaît la 2 chevaux, et la DS qui venait de sortir. C'est 54. Et la DS 55, la DS, 55. Absolument. Donc il y avait un gouffre entre la 2 chevaux populaire et l'élitiste DS. Il y avait un gouffre qui a été provisoirement comblé par la Panhard Dyna Z, vu que Citroën avait des accords avec Panhard. La fameuse usine de la Porte d'Ivry Panhard, et c'est là qu'ont été assemblées les premières Ami 6, vu que la fameuse usine de Rennes-la-Janet n'était pas sortie de terre à temps pour le lancement d'Ami 6. Il faut préciser qu'à l'époque, en plus, Citroën appartenait à Michelin, et Panhard appartenait à Michelin aussi. Donc ça veut dire que cette Ami 6 a été construite à Rennes. C'était la première voiture construite à Rennes. Rennes a été construite. La Janet, du nom d'une des fermes du terrain de Rennes, ça a été construit effectivement à l'origine pour l'Ami 6, mais c'était l'américain Budd qui produisait les chaînes d'assemblage, et il était en retard, donc l'usine est sortie en retard. Donc les premières Ami 6, premier modèle de pré-série pour la presse et premier modèle de série, ont été fabriqués à la Porte d'Ivry chez Panhard. D'accord. Alors, et pourquoi elle a cette tête, la Mi 6 ? Parce que, alors, on l'adore ou on la déteste pour ça, en fait. Complètement, c'est absolument ça. D'ailleurs, elle a pas eu tant de succès que ça en berline. On va y revenir. Pourquoi on l'adore, pourquoi on la déteste ? À cause de sa ligne totalement atypique. Pourquoi cette ligne atypique ? Parce qu'il a été donné carte blanche au fameux Bertoni, l'illustre Bertoni, à qui l'on devait, comme vous l'avez rappelé très justement, la 2 chevaux, la traction et la DS. Et ironie, c'est absolument incroyable. On lui a laissé totalement carte blanche, donc il était beaucoup plus fier, Bertoni, pour vous montrer à quel point il était un petit peu allumé. Il était plus fier de son Ami 6 que des DS de chevaux et traction. Pourquoi ? Parce qu'on lui a laissé carte blanche, et cette fameuse lunette inversée, c'est simple, dans le cahier des charges, il fallait qu'elle fasse moins de 4 mètres, qu'elle soit extrêmement habitable,
et qu'elle ait un grand coffre. Seule solution possible, la lunette inversée. C'était presque une familiale en fait, puisqu'elle c'était la premier segment. C'est une familiale compacte avant l'heure. C'est exactement ce que j'ai raconté. Alors Amicis, ça ne veut pas dire qu'on peut monter à 6 dedans, c'est un rapport avec le moteur. Alors Amicis, c'est super marrant. 600 cm3, 602, 603. Oui, bravo, deuxième moteur. Alors pourquoi 6 ? C'est 2 chevaux, moteur de 2 chevaux, excusez-moi, je dis n'importe quoi, bicylindre, donc 2 cylindres, multiplié par 3 chevaux fiscaux, puissance fiscale, 2 fois 3, 3 fois 2, 6. Et pourquoi Ami ? C'est le type mine AM. AM type mine, le type qui a été déterminé par les mines, parce que A pour la 2 chevaux, M pour le projet M. Et chez Citroën, ils ont dit AM, c'est quand même pas très sexy, donc on va transformer ça en Ami, parce que c'est sympathique. Voilà. Et alors, tout bêtement, on roulait pas très vite, hein, je crois qu'en vitesse de pointe, on dépassait pas les 100 km/h, 110 105, je chronomètre la mienne au Coyote à 102 km/h. Et alors, comment c'est à conduire ? Parce que j'ai jamais conduit. Alors j'ai conduit une 2 chevaux. Cher Jean-Luc, j'ai jamais vous tutoyer, je ne sais pas pourquoi. Il faudra que vous veniez essayer, mon ami 6. Ça se conduit comme une 2 chevaux avec un petit peu moins de roulis. Des performances supérieures, hein, vu qu'il y a eu un bond phénoménal de puissance par rapport aux 400 cm3 de la 2 chevaux, vu qu'on a gagné 80% en puissance, on est passé à 22 chevaux SAE, ce qui fait 22,5 DIN. Quand même. Largement suffisant, la voiture pèse à peine plus de 650 kg. On avait le patron de Citroën, Vincent Cobé, la semaine dernière, qui était avec nous. Alors ils reviennent, nous disent-ils, au grand confort. Bon. Pipotage. Voilà. Est-ce que c'est vraiment confortable une Amicis ? Pipotage pour le confort des Citroën de maintenant, oui, depuis l'abandon. Non, mais je suis un intégriste de Citroën. Donc, depuis l'abandon de la suspension hydropneumatique, c'est confortable, mais ça n'a rien, c'est pas supérieur. Une C4 actuelle n'est pas plus confortable qu'une Mégane. Voilà, faut le dire franchement. On parle vrai sur Sud Radio. Non, mais c'est pas méchant. Là, une Mégane est très confortable. Donc, pas de suspension hydropneumatique, c'est super confortable. Pourquoi c'est confortable ? Suspension de 2 chevaux, donc ok, et siège très similaire à ceux de la DS. Ouais. Très très similaire. C'est quasiment donc, on s'assoit dedans. Quand je dis on tombe dedans, quoi. C'est totalement délire. Hein. Vous passez les ralentisseurs, ces fameux gendarmes couchés à des vitesses, enfin vous n'avez pas besoin de ralentir. Voilà, on va dire ça comme ça, Jean-Luc. Non, alors. On a dit tout à l'heure, il n'y a pas eu un succès commercial terrible pour la berline, mais il y a un break qui est sorti qui lui avait une ligne, on va dire, plus consensuelle. Complètement. Alors, si vous voulez, le Pierre Berco, le patron de Citroën à l'époque, il était totalement anti-véhicule utilitaire. C'est lui qui avait voulu une 3 volumes, 4 portes, 3 volumes. Il ne voulait pas de 5 portes parce que trop connoté utilitaire. Qu'est-ce que vous appelez une 3 volumes, pardon, Nicolas Briouze ? Alors, un capot moteur, un pavillon et un coffre, une malle apparente. Voilà 3 volumes par rapport au bivolume ou au monospace. Break, oui. Évidemment, ou au break. Donc le break, la demande s'est fait très rapidement sentir à la demande du réseau, des clients et même de la presse. Donc dès 64 a été étudié un break. C'est d'ailleurs l'illustre Bertoni qui s'est mis à plancher sur un break. Ils ont pris une berline, ils ont coupé l'arrière, il a commencé au plat. Malheureusement, il est décédé en 64 et il a été remplacé sur ce projet break par le fameux Opron. Qui est décédé il y a 15 jours. Absolument. Et si vous écoutez Sud Radio, on parle auto, c'est Nicolas Briouze qui est quand même un collectionneur d'Amicis, puisqu'il en a une, et qui est journaliste, entre autres, pour Automoto. Parce que si vous arrivez au passage, là... Alors, il y a un truc très intéressant. Bon, elle ne s'est pas super bien vendue. Par contre, en collection, berline, aujourd'hui, une berline Amicis, ça vaut un bras. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, Jean-Luc, excusez-moi, elle ne s'est pas très bien vendue en berline parce qu'elle avait un design trop clivant. Par contre, à partir du moment où il y a eu le break, lancé en 64, l'Amicis est devenu le modèle français le plus vendu en 66. Et c'est devenu la voiture de l'année d'ailleurs à cette époque-là. Oui, qui a aidé Citroën à devenir numéro 1 avec quasiment 500 000 véhicules produits en 66, qui à l'époque était phénoménal. Mais parce qu'elle était pas chère et donc les gens ont pu se l'acheter. Je ne sais plus à combien elle valait de francs à l'époque. Oui, c'était pas cher du tout. Et c'était le slogan, l'un des slogans publicitaires très intéressants, c'était le kilomètre confort le moins cher, ce qui veut bien résumer la voiture. C'est-à-dire très confortable et très abordable. Si nos amis auditeurs savent le prix, n'hésitez pas à nous appeler 0826 Alors si vous en avez 300 300 ou sur Facebook. Vous ne savez pas quoi en faire, on vous la rachète pour 1000 €. Oui, vous disiez, Jean-Luc, la cote est en train de monter. Alors ça dépend vraiment de l'État. Ça dépend de l'État. Mais en bon état, c'est 10 000 € à peu près, c'est ça. Aujourd'hui. Oui, les transactions, j'ai pas été vérifié. Ça, c'est les tarifs que vous voyez dans les petites annonces. Vous êtes bien placé pour savoir qu'entre les tarifs, c'est un peu comme l'immobilier, entre les prix demandés et les prix effectifs, il y a toujours un décalage. Mais oui, c'est vrai qu'une belle Amicis, ça vaut 8-9 000 € maintenant, une belle berline ancienne. 6 550 francs. 6 550 francs à l'époque. Très bien. À l'époque. Donc en fait. Qu'est-ce que ça représente? Et puis dans les années 60, c'était des anciens francs. Oui, tout à fait. Donc si en plus on fait toutes les. Francs constants, là, c'est compliqué. C'était très abordable. C'était
c'est une des berlines concurrentes des Simca 1000, des Dauphines et autre chose. Aucun rapport avec la petite voiture Ami là qui vendent chez Darty ou chez les autres. Je trouve qu'ils ont. C'est bizarre le nom. Oui, ils ont repris ce nom pour. Ouais. C'est comme DS, excusez-moi, c'est comme la. On va pas parler de la marque DS là parce qu'on va pas être gentil. Le garçon a des idées bien arrêtées. C'est comme il y a un petit précédent d'un nom chez Citroën qui s'appelait Méhari, qui était plutôt connoté sympathique et qui a été galvaudé par un véhicule qui était juste une horreur. On peut le dire aujourd'hui puisqu'ils ont arrêté. Mais c'est vrai que la Méhari électrique, c'était une catastrophe, qui était une Bolloré un petit peu relookée. Et là, l'Ami, je trouve que c'est pareil. On fait pas un cadeau, c'est pas un cadeau d'Ami à l'ancienne Ami. Vous roulez avec Nicolas? Je roule régulièrement, Jean-Luc, absolument. Mais vous avez le droit en Ile-de-France avec les ZFE? Je roule dans l'Oise pour tout vous avouer, mais de toute façon avec une carte grise collection, j'aurais le droit de rouler à Paris, mais j'ai pas du tout envie de l'abîmer dans les rues. Dernière question, est-ce qu'on sait à peu près combien il en reste sur le parc roulant français ou pas du tout? Il faudrait poser la question. Difficile on posera la question, à 3A Data, parce qu'eux, ils ont. Sur les anciennes aussi, ils savent gérer ça. Oui. On leur posera la question. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Brioz. Merci à vous. Journaliste pour Automoto. Il va rester avec nous, Nicolas. Mais il a le droit. Puisqu'on parle de vieilles bagnoles, il connaît un petit peu. Donc, pas que, d'ailleurs. Dans quelques minutes, à midi, je vous donne rendez-vous aussi avec l'émission Ça roule. Et nous allons parler de cette problématique des fameux radars, la privatisation des radars. Est-ce une mesure lucrative qui est prise au détriment de la sécurité routière des usagers? On en parle à partir de midi avec Pierre Chasseret. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au 0826 300 300. Et on parle pas coto, on parle pas coto, on parle passion sur cette émission. Et là, c'est spécial émission passion de voiture de collection. Il faudrait faire une émission du off. Voilà, de malade. C'est presque aussi intéressant. Parce que pendant que vous aviez la pub, nous, on a encore parlé de plein de choses. De la Mi6, de la couleur verte incroyable de la vôtre, de sa datation, etc. C'est celle-là. Celle qui est sur Rétroviseur, le magazine. Exactement. C'est celle de Nicolas. Puisque aujourd'hui, on fête les 60 ans de la Mi6. Alors, on est content puisque du côté de chez Thomas Pesquet et de ses copains, ça y est, ils vont pouvoir rentrer dans l'ISS. Donc ça y est, c'est parti. On le voit bien sur Facebook, merci. Tu fais ton téléachat, toi, ce matin. Tu fais ta Lolo Perro sur Sud Radio. On va parler d'un truc absolument dingue. C'est de mettre un rétrofit dans une voiture de collection. Ouais, c'est une tendance qu'on a voulu qui a démarré il y a un an, puisque c'est autorisé depuis un peu plus d'un an. Ça peine à démarrer vraiment, en fait. Et surtout, j'en ai testé une la semaine dernière. On va parler de ça. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et alors, vous avez quand même testé, moi, la ligne de cette voiture me fait rêver. Après, moi, j'ai un problème. Je suis une nana qui adore boire un bon coup de vin, parce qu'avec modération, mais j'aime ça, qui adore les bagnoles. Je suis pas une fille comme les autres. Mes copains disent que je suis un mec pas comme les autres, d'ailleurs. Une des plus belles Peugeot, sans doute jamais dessinée par Pininfarina, le Coupé 504, qui est sorti en 1969, en même temps que le cabriolet. Alors, c'est une voiture que je connais bien, puisque j'ai une 504 cabriolet, série 1, de 1969, donc une des premières. Donc, quand Rétrofutur m'a dit, tiens, on a une 504 rétrofitée. Donc, c'est quoi rétrofitée? On prend le moteur thermique et à la place, on met un moteur électrique. Alors les puristes, attention, les puristes qui râlent déjà quand vous avez le pare-soleil qui n'est pas de la bonne couleur et le rétroviseur qui est pas de la bonne série, là, ils veulent même pas discuter. En fait, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Donc cette voiture, d'abord esthétiquement, il n'y a rien qui change. C'est exactement la même de l'extérieur. C'est impossible de savoir qu'elle a un moteur électrique. Ça, c'est une bonne chose parce que si on avait dégradé la ligne extraordinaire de cette voiture, d'ailleurs, tiens, Gilles Vidal, qui était l'ancien patron du style de Peugeot, a dessiné les nouvelles Peugeot avec à l'esprit cette 504 coupée, puisque c'est la voiture qu'il préférait. Bon, aujourd'hui, il est parti chez Renault, il dessinera sans doute aussi des belles Renault à l'avenir. Peut-être des R14. Peut-être des R14. Alors, donc il y a un moteur électrique dans cette voiture, donc quand on soulève le capot, il n'y a évidemment plus la mécanique d'origine, mais on conserve quand même la boîte de vitesse. C'est pourquoi je vous dis ça, parce que toute la chaîne de transmission est la même, et si demain, je veux repasser au moteur thermique, je peux. Ça veut dire que le rétrofit, en tout cas dans ce cas-là, oui, pourquoi pas? Non, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et on peut se dire, c'est un véhicule historique, parce que j'entends déjà ceux qui vont me dire, ouais, mais vous vous rendez compte, c'est une voiture de collection, c'est du patrimoine, on ne peut pas transformer du patrimoine. C'est vrai. Si demain, on reconstruit Notre-Dame et qu'on met du double vitrage à la place des vitraux, je pense qu'il y a des gens qui vont râler. Bon, c'est un petit peu la même chose. D'autant qu'il ne resterait que 1706 coupés 504 qui roulent. Ouais. Donc, mais je regardais ça, Jean-Luc, parce que vous, sur votre page Facebook et sur
sur la page YouTube de Sud Radio, vous allez mettre l'essai que vous avez fait. Oui, il y a cette fameuse l'essai, donc 504. on le verra. Et il y a eu beaucoup de réactions, Il y a dont, beaucoup de dont réactions. des gens qui disent Oui. mais ça sert à quoi, puisqu'une voiture de collection, on fait même pas 10 000 km avec dans l'année, C'est on vrai. en fait 1000, alors ça C'est sert à vrai, quoi c'est vrai, mais justement, celui qui veut l'utiliser plus, c'est peut-être une solution pour rouler presque quotidiennement avec. Alors d'abord, en termes d'agrément, vous avez un moteur électrique avec beaucoup de couple au démarrage, 250 Nm, donc quand vous accélérez, il se passe quelque chose. Si vous êtes en première, vous pouvez passer les vitesses, voilà, et vous pouvez même rester en quatrième tout le temps. Et ça démarre en quatrième, il n'y a pas de problème grâce au couple. Donc ça, c'est en termes d'agrément de conduite, on perd rien par rapport à la version thermique. C'est à peu près pareil. En termes de confort, c'est à peu près pareil puisque le poids de la voiture est à peu près similaire. Et là, on embarque 31 kWh de batterie. Pour mémoire, la première Zoé, on était à 21 kWh, donc on a plus de batterie que sur une première Zoé. Ça veut dire qu'on fait entre 150 et 170 km avec cette voiture-là. Ça se recharge en 6 heures si on a une borne avec un petit peu de puissance. Ça se recharge en 10 heures sur une prise classique. Donc, au quotidien, c'est un véhicule qui peut parfaitement être utilisable. Alors après, il y a vraiment, effectivement, on peut être heurté par la philosophie même du rétrofit. Se dire, une vieille voiture, ça doit rester une vieille voiture. Maintenant, si on a envie tous les jours de rouler avec toutes les restrictions de circulation qui arrivent, c'est peut-être une solution. Bon, Se pose le problème du prix, en tout cas. Alors d'abord, il faut trouver... Là, en l'occurrence, c'est une 504 coupée. Mais on a le patron de Rétrofutur qui va être avec nous là dans quelques instants. Donc, on va lui poser la question parce qu'il n'y a pas que la 504 coupée qu'on peut modifier. Donc, il faut trouver un coupé 504. Ça coûte aux alentours de 12 000 euros, ou il faut en avoir une. Il faut accepter la modification. Et c'est 20 000 euros quand même de modification. Donc, ça ne s'adresse pas à monsieur et à madame tout le monde. Et qu'en pense notre Nicolas Brios qui reste avec nous, moi, je spécialiste trouve que c'est auto. vraiment une solution, pourquoi pas, hein, si ça permet de continuer à rouler avec ces voitures anciennes. Moi, je trouve que c'est une très bonne solution. Et les modifications de véhicules anciens ne sont pas du tout nouveaux. Les Anglais, depuis des décennies, et Dieu sait que ce sont des puristes des vieilles voitures, ils modifiaient, ils amélioraient. Je pense notamment à Jaguar chez Lynx ou plein d'autres préparateurs qui modifiaient des Jaguars anciennes en leur greffant des organes de Jaguar modernes pour les rendre utilisables au quotidien. Mais même en Allemagne, il y a des sociétés qui font ça aussi sur des Mercedes, où on a des mécaniques modernes dans des Mercedes anciennes. Alors, ça fait hurler les puristes, mais à partir du moment où la transformation peut se faire dans l'autre sens. Voilà, complètement. Oui, donc il y a un rétropédalage possible sur le rétrofit. Oui, non, rétrofit. Mais après, un rétrofit du rétrofit. On en parlait tous les deux en préparant l'émission, Jean-Luc Moreau sur Sud Radio. On parle vrai, les voitures de collection qui ont un bruit, un son, c'est un peu dommage, quoi. C'est la question. C'est dommage. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Dans le cas de la 504, on est juste limite. Mais on est d'accord, mais on va demander à Arnaud Pigoudinès qu'on va avoir juste là, dans quelques instants, après la virgule. Oui, une 504, ça faisait pas non plus un bruit extraordinaire. Non. Et il y a eu aussi le 404 coupé qui était magnifique. Et par la suite, le 406. Allez, on parle voiture de collection, on parle auto aujourd'hui, vous n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui sont avec nous sur Facebook, vous êtes nombreux. Stéphane réagit beaucoup. Alors Stéphane, c'est un de nos auditeurs sur Facebook, est un des plus anciens et passionnés. Il sait tout de la Mi 6. On revient sur la Mi 6, mais c'est tout. Lui, il trouvait un petit peu lourde de la moitié arrière. Il disait que c'était un petit peu pas assez épais en termes de tôle, etc., etc. Ça, c'est vrai. Ça, pas assez épais en termes de tôle, c'est vrai. Il y a une petite anecdote, excusez-moi, vous parlez des tôles. La tôle était tellement fine et les concurrents, les autres constructeurs, on ne citera pas de marque, au salon de l'auto, étaient tellement jaloux du succès de la Mi 6 que les vendeurs des marques concurrentes allaient s'appuyer sur la carrosserie de la Mi 6 pour la bosseler. Et tous les soirs, alors vrai ou faux, je pense que malheureusement c'est vrai, tous les soirs il fallait remplacer les Ami 6 sur incroyable. On rentre dans l'histoire. Vous savez pourquoi on fait une émission spéciale voiture de collection? Parce qu'aujourd'hui on fête les 60 ans de l'Ami 6. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on accueille tout de suite Arnaud Pigounides, qui est président de l'association R et cofondateur de Rétrofutur. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bon, Arnaud, on vient de parler de la 504 coupée, et c'est vrai que ça fait réagir. Vous avez transformé cette voiture en voiture électrique. Alors, ce que je disais, c'est que c'est vrai, en termes de conduite, on perd pas grand-chose. Sur la 504, on perd pas beaucoup non plus, parce qu'on n'achète pas une 504 coupée ou une 504 cabriolet. Je laisse le V6 de côté, mais avec un 4 cylindres pour l'attrait mécanique. En revanche, vous transformez d'autres véhicules. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs dans la liste des véhicules que Rétrofutur, de voitures anciennes, que Rétrofutur peut transformer en voiture électrique?
Alors chez Rétrofutur, en fait, on prend surtout des véhicules qui sont des véhicules avec des moteurs un peu malléés, hein, des moteurs qui sont pas extraordinaires. Souvent, c'est des 4 cylindres. On va de la Fiat 500 Mini en passant par les combis Volkswagen, Coccinelle et MG Spitfire, jusqu'à des Range Rover et quelques Porsche, puisqu'il y a des Porsche 914. Ah là, si vous touchez une Porsche, alors là, attention, c'est un crime de lèse-majesté, là. La 914, c'est pas vraiment une Porsche. La 914, bon. Alors ça va faire hurler les puristes aussi, hein, parce que la 914, en termes de tenue de route, c'est sans doute une des Porsche qui tenait le mieux la route, hein. Bien mieux qu'une 911 à l'époque, d'ailleurs. D'ailleurs, j'en ai une électrique, et même depuis 6 ans, puisque je l'avais quand j'habitais aux États-Unis. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le rétrofit et que je suis devenu entrepreneur du rétrofit et même à vouloir le rendre possible en France. C'est que j'ai vécu, en fait, ce que vous avez vécu en conduisant la 504. Il y a un côté dingue, un côté c'est pas pareil que l'ancien, mais c'est pas très différent non plus, et puis c'est juste fun, et c'est pour une utilisation plutôt quotidienne avec des véhicules qui, in fine, si vous avez déjà le véhicule et que la transformation est à 20 000 euros, sachant qu'en plus il y a des primes, hein, je vous cache pas, donc ça peut devenir une bonne opération pour l'utiliser tous les jours. Et si vous devez avoir le véhicule, vous avez dit tout à l'heure 12 000 euros pour la 504 et 18 000 euros ou 20 000 euros pour la transformation, c'est moins cher qu'une Zoé. Alors, oui, vous dites il y a des aides, mais qu'est-ce qu'il y a comme aide ? On a obtenu pas mal d'aides. On a obtenu la prime au rétrofit, hein, donc pour les particuliers et pour les entreprises. Donc, ils vont de 2 500 euros pour tout le monde à 5 000 euros en fonction des revenus. Donc, ça, c'est une vraie avancée, hein, parce que sur 20 000 euros, si vous décidez déjà de 5 000 euros... Celui qui n'a pas des gros revenus, il ne va pas mettre 30 000 euros dans une voiture de collection électrique, on est d'accord. Ah oui, mais en fait, une chose aussi, c'est qu'on ne l'oblige pas. Déjà, les gens ça tombe bien, Nicolas Pigonides. C'est une bonne nouvelle. Non, c'est clair. Nous, on a envie juste de le proposer aux gens que ça intéresse. Ça intéresse beaucoup de loueurs. En fait, c'est surtout le business, enfin tout ce qui est autour de la location de voitures pour d'agrément, pour l'écotourisme, pour les gens qui louent des véhicules anciens. Oui, et puis alors c'est plus là je vais vous couper, mais c'est plus facile à conduire. On n'a pas de problème de démarrage là avec ce genre de ça va dans le bon sens. Jean-Luc, aussi, Nicolas et Jean-Luc, ça va dans le sens de ce que vient de dire Jean-Luc. Il y a Jo sur Facebook, la page Sud Radio, qui dit le seul avantage du rétrofit, c'est la fin des petits tracas mécaniques qui apparaissent quelquefois sur une ancienne. C'est exactement ce que je dis. Généralement, c'est le plaisir sans les problèmes. Ouais, c'est un plaisir différent, parce qu'on peut aimer aussi les petits tracas mécaniques. Mais les problèmes font partie du plaisir, Jean-Luc, effectivement, je suis d'accord. Et pas qu'avec les voitures. Et du coup, non mais après, il y a une position qu'on n'a pas prise, c'est-à-dire que vous êtes des collectionneurs, messieurs, et vous êtes des passionnés, donc vous y connaissez en moteur. À la limite, des gens qui ne font que conduire et qui s'en moquent de ce qu'il y a sous le capot, un rétrofit sous une 504, une Porsche, à la limite, pourquoi pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être aussi une différence de position, qu'on est soit connaisseur et passionné de moteur ou pas. Oui, bon. Après... Je sais pas, c'est une. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Et en fait, généralement, des clients qu'on a, parce qu'on a quand même plus de 160 précommandes et des dizaines de demandes de devis au quotidien. En fait, c'est parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Il faut vraiment que vous en rendiez compte. Hein. C'est incroyable l'attraction client qu'il peut y avoir. Mais Arnaud, vous me dites, il se passe quelque chose, mais ça fait 1 an que le rétrofit est autorisé en France. On a l'impression que ça décolle pas. Alors, je vais vous raconter, en fait, en tant que coprésident de l'association R, donc l'association qui a œuvré à la loi et à l'ouverture du rétrofit, c'est qu'aujourd'hui, déjà, il y a eu un Covid qui a fait que ça a quand même pas mal ralenti les activités des entreprises. Et surtout, en fait, on est dans un temps d'ingénierie, on est dans un temps de définition des véhicules, de prototypage et après d'homologation auprès de l'UTAC et des mines. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est plus long que ce qu'on peut espérer. En fait, la réglementation était le préalable pour qu'on puisse commencer à travailler selon le cahier des charges à la définition des véhicules et donc l'ingénierie sur les véhicules. Toute la supply chain, parce que je ne vous cache pas qu'on a des normes de constructeurs, mais on a des normes de sécurité de constructeurs aussi. Donc ça, c'est une garantie de sécurité, une garantie de traçabilité et de fiabilité pour les clients. Et ensuite, on les homologue. Donc pour nous, chez Rétrofutur, avec le retard accumulé, mais surtout avec le travail qui est fait d'ingénierie, les homologations commencent à partir de l'automne. Donc les livraisons commenceront forcément à partir du printemps prochain. J'ai une question pour notre invité Arnaud Pigonides, président de l'association R et cofondateur de Rétrofutur. Est-ce que vous travaillez aussi sur des moteurs rétrofit pour les plus gros pollueurs, c'est-à-dire les camions, les bus, les paquebots, ceux qui polluent vraiment très fortement aussi? Parce que là, on tape toujours sur la voiture. Certes, il faut faire des changements, mais enfin, il y a du gros pollueur, quoi. Oui, en fait, la voiture ancienne, c'est plutôt une niche de charme, une niche de choix, mais c'est pas le gros du travail du rétrofit, qui consiste surtout à transformer des véhicules qui sont
extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre dans les villes et notamment là où on a besoin d'éviter. Comme les camions, tout ça, où il faut y passer aussi. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est que la filière en fait se structure énormément. On est passé quand même de 3 sociétés à une trentaine de sociétés en 2021. Et en fait, dans ces sociétés-là, le plus gros du secteur, ce sera les gros transports, ce sera le dernier kilomètre, donc les camions frigo, tous les gros camions qui ont 10-15 ans, qui sont en diesel et qui polluent énormément en tant que diesel. Et ben, en fait, c'est les camions-là qui sont en très bon état et souvent transformés aussi par les opérateurs, les artisans ou les entreprises parce que ils en ont besoin pour travailler au quotidien. Et ben, ces véhicules-là sont parfaits à rétrofiter parce que ça maintient en vie et surtout c'est hyper économique parce que de demander à un artisan de jeter son Kangoo aménagé, d'acheter un nouveau Kangoo électrique, de refaire un aménagement. Vous imaginez l'économie que ça fait que de faire juste un rétrofit à 20 000 euros sur lequel vous pouvez avoir, selon certaines régions, jusqu'à 12 000 euros d'aide. Bon, on va vous rétrofiter. C'est une émission de bavard aujourd'hui. Oui, on va rétrofiter. On va rétrofiter la Mi 6, tiens, Nicolas. Il fait non. Merci beaucoup. On a fait le point, Jean-Luc. Oui, on a fait le point. Merci Arnaud. Arnaud Pigoudides, président association. Vous aussi, R et cofondateur de Rétro Futur. À suivre, nous allons parler pneus, mais parlez bien, évidemment, on va parler pneus pour de voitures de collection. Exactement. Et c'est une émission spéciale que l'on vous propose. N'oubliez pas qu'à partir de midi, dans notre rendez-vous Ça roule, nous allons évoquer la privatisation des radars. Et est-ce que c'est une vraie bonne nouvelle pour la sécurité routière ou une moins bonne pour vos porte-monnaies? Vous venez en parler avec nous au 0826 300 300 à partir de midi. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Émission spéciale collection puisqu'on fête les 60 ans de la Mi 6 aujourd'hui. Et puis demain, c'est la journée nationale du véhicule. C'est virtuel, mais il faut quand même en parler. Mais je suis important. On est dans le pays qui a inventé l'automobile. Il faut arrêter de dire que c'est les Allemands. Non. La France a inventé l'automobile. Donc ça fait partie du patrimoine et c'est pour ça on célèbre le patrimoine. La France qui souffre beaucoup aujourd'hui, parce que le nombre d'emplois liés au secteur automobile, la filière risque auto, de diminuer en plus. Moins 30% en moins de 20 ans. Et ça va pas s'arranger. Bref, question Facebook, parce que vous êtes nombreux à être avec nous sur Facebook. Juste avant de recevoir Bruno Coué, qui est responsable marketing Michelin Pneus, puisqu'on va parler pneus de voitures de collection, on a Roland Thévret qui a une question pour vous, Nicolas Brious, puisque vous êtes resté avec nous, spécialiste automoto et passionné d'Ami 6, puisque vous en avez une. On en a beaucoup parlé. Il dit: j'ai raté le début du sujet de l'Ami 6. A-t-on dit quelle était la vraie raison de la vitre inversée? Henri Dargent, qui travaille avec Bertoni, l'avait expliqué. Il fallait une voiture 3 volumes sur un châssis de 2 chevaux, c'est ça? Faute de longueur de ce dernier. Tout à fait, c'était la seule solution compte tenu du cahier des charges, moins de 4 mètres, très habitable et grand coffre. C'était parce que vous n'avez pas de plage arrière en fait. Donc la banquette arrière, on est d'accord, elle est longue de la vitre et ça permet de mettre la tête un peu en arrière, juste dans la vitre. Dans le prolongement, absolument. C'est vrai que c'était pas idiot. Non. Allez, on parle moche, pneus. mais pas idiot. On parle de voitures de collection et pneus avec Bruno Coué que nous accueillons maintenant, responsable marketing Michelin Pneus Collection. Bonjour Bruno. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, on parle de voitures anciennes. Alors, est-ce qu'il est possible de chausser des voitures anciennes aujourd'hui correctement? Alors oui, dans l'immense majorité des cas, nous vous répondons oui, à travers entre autres la gamme que propose Michelin Collection, maintenant qui compte à peu près 120 dimensions et que l'on développe chaque année avec de nouvelles références. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un pneu classique et puis un pneu moderne? Parce que dans les dimensions des voitures anciennes, on peut trouver du pneu moderne et puis se dire tiens, je vais mettre un pneu moderne à la place du pneu d'époque. Alors ça peut être en effet une alternative, Jean-Luc, mais la plupart du temps, tout de même, ce sont des dimensions très particulières, beaucoup plus étroites que ce que l'on trouve actuellement sur le marché. Vous savez bien, vous en parlez souvent dans votre émission, le moindre berline, la moindre citadine, maintenant a des pneus extrêmement larges avec des diamètres de jantes très élevés. Petit à petit, tous ces pneus tendent à disparaître et nous continuons, nous, chez Michelin Collection, à proposer donc des dimensions authentiques, aussi bien au niveau de leur profil que de leur dimension. Et le dessin du pneumatique aussi, qui évoque quand même une voiture ancienne, c'est important. Absolument, absolument. Donc notre authenticité passe aussi par une reproduction parfaite des dessins d'époque. Mais vous allez, je pense, me poser la question, est-ce que nous avons les gommes d'époque? Là, on vous répond non. Ce sont les gommes les plus modernes, ainsi que des améliorations de carcasse que l'on... C'était quoi d'ailleurs? C'était quoi les gommes d'époque, les garçons, avant? C'était fait en quoi? Je pense qu'il y a eu... essentiellement du caoutchouc. Oui,
Voilà, donc, alors bien sûr, à l'époque, c'était du caoutchouc naturel à 100% sur la base de l'EVA. Puis a été inventé dans les années 20 le noir de carbone, qui a donné cette couleur noire aux pneumatiques. Au tout début de l'automobile, les pneus étaient plutôt blancs ou gris, et puis le noir de carbone qui a apporté une importante amélioration de la longévité du pneumatique, fait que les pneus maintenant sont noirs. D'accord. Alors, sur un pneu, alors on a compris que c'est le dessin d'époque, mais avec des gommes modernes, ça change quelque chose pour les voitures. C'est-à-dire une voiture ancienne équipée avec des pneus classiques modernes va tenir mieux la route que le véhicule d'origine quand il est sorti ? Oui, tout à fait. Enfin, pour du moins les véhicules équipés de nos pneus Michelin Collection. Donc, on tient bien compte des caractéristiques des véhicules de l'époque. C'est-à-dire que, bien évidemment, sur une voiture des années 50, 60, on ne va pas demander une adhérence comme peut procurer un Pilot Sport Cup, par exemple, c'est-à-dire un pneu extrêmement axé compétition, homologué route. Non, on sait bien que les voitures étaient beaucoup moins rigides qu'actuellement. Donc, on a des compromis qui font que la tenue de route sera en harmonie avec les capacités de rigidité. D'accord, vous n'allez pas faire travailler le châssis outre mesure. Et voilà, tout à fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça fait partie, pour en revenir à la question première, Jean-Luc, en fait, on respecte les caractéristiques. Alors que si on met un pneu moderne qui peut être éventuellement trouvé dans la gamme Michelin actuelle, peut entraîner des contraintes châssis indésirables. Bruno, on va accueillir Coralie Maslow parce qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission, qui est directrice du marketing d'Allopneus. Bonjour Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour à tous. Bonjour Coralie. Bonjour Laurence. On était très Michelin, mais il n'y a pas que Michelin qui fabrique des pneus de collection. Coralie, il y a combien de manufacturiers qui sont sur ce marché ? Alors aujourd'hui, nous on propose plus de 200 références, sachant qu'en effet, les principales marques, c'est Michelin Collection, mais vous avez aussi Pirelli Classique, Vredestein, Dunlop également. Vous avez des marques comme Kionto ou Vitour, voilà, par exemple pour les gammes à flanc blanc, pour les amateurs de 60s. Vous avez aussi des gammes semi-racing avec Avon, Toyo, Yokohama pour les circuits rallye. Vous avez BF Goodrich pour les américaines. Voilà, donc il y a énormément de références. Oui, c'est des gammes aujourd'hui qui sont en augmentation parce que contrairement à ce qu'on peut croire, bon, ça reste un petit marché pour les pneumatiques, mais c'est un marché qui croît de façon spectaculaire, surtout l'année dernière en fait. Alors aujourd'hui, à peu près, on estime à 800 000 véhicules de plus de 30 ans qui rouleraient en France. Ah ouais, c'est pas mal. Et à peu près 230 000 propriétaires selon ce que nous dit la FFVE, qui est la Fédération française des véhicules d'époque. Ça fait à peu près 1,5% du parc automobile français. Et le prix de ces pneus, c'est cher ou pas ? Tiens, si on prend un pneu, un pneu d'Ami 6. Un pneu d'Ami6, c'est comme un pneu de 2 chevaux, on est d'accord ? Complètement. On a un tout petit peu plus large, mais effectivement, c'est alors, du X. Ça coûte combien, tiens, Coralie ? Je vais vous trouver le prix. Alors, sur un prix pour un 125 R15, on va dire, qui est le Michelin, on peut proposer le Michelin X, qui est une montre d'origine. On est aux alentours de 83 €. Et si on descend sur une marque comme Radar, qui peut offrir des marques en liseré blanc, on est aux environs de 76 € le pneumatique. Alors, moi, j'en étais resté à 300 € il y a plusieurs années sur une DS. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas exactement les mêmes pneumatiques. Si on prend un pneu, je sais pas, je vais prendre un 185 70 R15 qui est un pneu un peu sport des années 60, ça coûte combien ? Enfin, la gamme de prix, c'est quoi ? Et là, on les a perdus. XAS, on est à 180 €. Oui, ça reste correct. Mais on a fait un petit point. C'est pas monstrueux. Et il s'est vendu beaucoup plus de pneus collection l'année dernière, on est d'accord ? Il y a un vrai regain pour le rétro et la nostalgie. Voilà, c'est l'auto de nos parents, de nos grands-parents. Écoutez, merci en tout cas d'être venu nous en parler. Le mot de la fin, Bruno Coué, avant de vous quitter, puisqu'on a quelqu'un qui frappe à la porte pour savoir quelle auto choisir avec Jean-Luc Moreau. Ok. Alors, d'une part, j'ai apporté une bonne nouvelle à votre premier interlocuteur Nicolas avec son ami 6. Nous allons lancer, c'est un scoop que je vous donne, un pneu 135-15 flanc blanc X qui reprendra exactement le dessin d'origine avec un flanc blanc en plus. Okay. Pour un peu, super. Il veut pas de flanc blanc. Nicolas Brios, qui est journaliste chez Automoto. Le pneu est en symétrique, on peut le mettre à l'intérieur. Mesdames, messieurs, je vais être obligé de faire crisser les pneus et de faire un stop total. Attention. Merci Bruno, merci Coralie. Le flanc blanc à l'intérieur, c'est original. Voilà. Merci à Bruno Coué, responsable marketing Michelin Pneus, et à Coralie Maslow, directrice de marketing d'Allopneus, pour nous avoir donné toutes ces informations. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto.
Quelle auto choisir? Et on continue et on termine notre rendez-vous On parle auto avec Dominique qui nous rejoint. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci de m'accueillir sur Sud Radio. Ben, vous êtes le bienvenu, on vous écoute. Jean-Luc est toujours aussi pointu. Ouais. Alors... Si vous parlez d'anatomie... Bon... Non. On change les sièges tout le temps, oui. Derrière. Pardon. Alors, on vous écoute, Dominique. Alors, je souhaite me faire plaisir en achetant, alors sans me ruiner, hein, c'est important de le dire, une voiture avec un gros moteur, un V8 au minimum. Alors j'en ai sélectionné 3. J'ai un petit faible pour la Chrysler SRT8 6 litres 1. La 300C. Ouais, la 300C, pardon. Bon, ben vous savez quoi, on est au moins 2 dans cette salle à être d'accord avec vous, parce que je vois Nicolas qui fait oui, mais moi aussi je fais oui. Bon, après, il y a le budget carburant qu'il faut prendre. Il y a 2 trucs qu'il va falloir prendre en compte. Ouais. Il y a les émissions de CO2, 330 grammes par kilomètre, ça va taper un peu fort. Ouais. Et il y a la puissance fiscale, 35 chevaux, donc vous allez avoir la super taxe puissance fiscale. Et après, vous avez le budget carburant, parce que sur ce moteur-là, qui est absolument génial, hein, c'est totalement déraisonnable. Alors là, vraiment, on est fâché avec tous les écolos. C'est pas grave. Parce qu'un moteur qui fait 431 chevaux, 6,1 litres de cylindrée à l'heure actuelle, qui marche génialement bien, qui fait un bruit absolument extraordinaire, et que dans une voiture que j'adore, parce que c'est la voiture du loup de Tex Avery, donc elle est forcément bien. C'est vrai. Boy américain. Ouais, c'est vrai que la 300C, elle a un look à part. C'est une base de Mercedes Classe E, donc c'est pas mal fait au final. À l'intérieur, c'est un peu baroque et j'aime bien les compteurs façon montre suisse et tout ça. Alors, autre V8, on parle allemande, V8 Mercedes AMG, hein. Oui. À ne pas négliger, le 6 litres 2. Oui, mais ça va être un peu plus cher. Vous l'avez trouvé à combien votre... J'en ai trouvé une qui est à 120 000 km, qui donc neuve. Qui est de 2008, au prix de 26 900 €. Oui, c'est sûr que vous n'aurez pas une AMG à ce prix-là. Bah, faut y aller, là, alors, en fait. Elle est très belle. Bon, je pense que le prix est hors cote, quand même, malgré tout, je pense. Il est au-dessus, le prix, là. Ouais, mais vous en avez tellement peu qui sont sortis que c'est plus le collecteur. Nicolas, parlez plus près de votre micro, parce que... on trouve du 6 litres 2 avec AMG beaucoup plus de kilomètres, là, 120 000. Oui, mais enfin, un moteur qui mérite aussi le détour. Hein. Ouais. Sincèrement. Donc on lui dit quoi pour conclure, parce qu'on arrive à 20 secondes. Moi je suis très 300C parce que le SRT8 c'est vraiment bien, quoi. Peut-être pas à ce prix-là. Peut-être pas à ce prix-là. Oui, c'est ce que je dis, pas à ce prix-là. Alors c'est Nicolas Brioz, qui est journaliste chez Automoto, qui vous dit que vous pouvez trouver moins cher, hein, c'est ça, Nicolas? Oui, je pense. Enfin, bon, sur une Mercedes? Non, je parle sur la SRT8. Sur la SRT8. Allez. Bon, on a couru sur la fin de l'émission, désolé. Dominique, est-ce que vous pouvez reprendre Dominique hors antenne, Jean-Luc Moreau, pour continuer? J'appellerai Dominique et puis on discutera longtemps. Voilà. De la 300C. Merci d'avoir été là tous les deux. On va devoir y aller puisque dans quelques instants on a l'info qui revient sur l'antenne de Sud Radio, et puis notre rendez-vous ça roule avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, et cette question que l'on vous pose sur la privatisation des radars, véritable sécurité routière ou pompe à fric? À vous de nous donner votre réponse. 0826 300 300.